l'ouverture de la 32e session du comité permanent de l'Assemblée nationale, à l'ordre du jour le programme législatif pour 2025. Il existe des obstacles à relever pour encourager les investissements dans la production ainsi que l'utilisation des énergies renouvelables au Vietnam. Le Vietnam accorde une grande importance au mécanisme de l'UPE et prendre très sérieux la préparation de ses rapports nationaux. Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính vient de publier un télégramme demandant des solutions synchrones et énergétiques pour assurer l'approvisionnement en électricité pour la prochaine saison sèche. Avec la canicule, le pays connaîtra cette année des pics de consommation d'électricité. Le risque de pénurie d'électricité est donc imminent. Selon les estimations, la demande en électricité pendant la saison sèche de mai à juillet devait croître de 13%, ce qui est bien au-dessus du plan prévu de 9,6%. La région du Nord, à elle seule, devrait connaître une augmentation record de la consommation électrique par rapport à la même période de l'année dernière. La 32e session du comité permanent de l'Assemblée nationale a débuté ce lundi après-midi à Hanoï sous l'égide de son président Vương Đình Huệ. Durant 4 jours, les députés donneraient leur avis sur le programme législatif pour 2025 et sur les ajustements pour le programme 2024. 5 projets de loi font l'objet de discussions, dont la loi sur la taxe de la valeur ajoutée amendée. Les députés examineront également la mise en œuvre des politiques financières et monétaires en soutien au programme de relance économique, ainsi que des résolutions concernant certains projets nationaux clés de 2023. Ils se prononceront également sur le rapport d'étude de faisabilité du projet de construction de l'autoroute Nord-Sud, tronçon Giang Nghĩa, Đắk Nông, Trơn Thành, Bình Phước. Ce lundi matin, la BEV a annoncé sa décision d'organiser des ventes enchères de lingots d'or afin de réduire l'énorme différence entre les prix nationaux et internationaux de l'or qui atteignent jusqu'à 20 millions de dong le tael. C'est l'une des solutions audacieuses proposées par la BEE pour stabiliser le marché intérieur de l'or, garantissant son fonctionnement transparent, sain et efficace. Pour le segment des bijoux en or, la BEV s'efforcera de garantir des matières premières pour la production et l'exportation. Actuellement, les travaux de préparation ont été achevés pour que les ventes aux enchères des lingots d'or puissent avoir lieu dans les prochains jours. Ces derniers temps, le prix de l'or sur le marché national n'a cessé de monter en flèche. L'or au Vietnam coûte beaucoup plus cher que dans le reste du monde. Face aux fluctuations imprévisibles et incontrôlables du marché de l'or, dans une annonce récemment publiée par le bureau gouvernemental, le Premier ministre a demandé de gérer de manière stricte, efficace et à temps opportun les sources d'approvisionnement pour la production de lingots d'or et de bijoux. Objectif pour que le marché de l'or soit plus stable, plus sain, plus transparent et efficace. Dans l'annonce récemment publiée, le Premier ministre Phạm Minh Chính ordonne à la Banque d'État de surveiller de près l'évolution des prix du méthane jaune au niveau mondial et national et de déployer de manière proactive et rapide les mesures prescrites pour assurer la stabilité, la transparence et l'efficacité du marché de l'or. Dans le contexte de la reprise économique, de telles fluctuations du prix de l'or provoqueront une instabilité. C'est pourquoi le Premier ministre a demandé que cette question soit traitée immédiatement. Une telle détermination est très urgente à l'heure actuelle. Le Premier ministre demande aux organismes compétents d'émettre des factures électroniques après chaque transaction d'achat et de vente d'or. Cela afin d'accroître l'efficacité et la transparence de la supervision et de l'administration du marché de l'or. Toute violation comme la contrebande et la spéculation de l'or seront sévèrement punies.
Nous renforcerons l'inspection et la supervision, en coordination étroite avec les organismes concernés. Le Premier ministre a une fois de plus clairement affirmé la responsabilité de la Banque d'État pour rendre le marché de l'or plus stable et plus transparent. La Banque d'État se concentrera sur les mesures d'intervention. Pour le marché des lingots de l'or, nous augmenterons l'offre pour réduire les écarts de prix entre les marchés domestiques et mondiaux. Quant au marché des bijoux, nous créerons davantage de conditions favorables pour assurer les approvisionnements stables de l'or en tant que matière première. Outre des mesures concrètes, il est important aussi de perfectionner la législation. Actuellement au Vietnam, le décret gouvernemental numéro 24 sur la gestion du marché de l'or, publié il y a plus de 10 ans, n'a toujours pas été modifié ou complété afin de se conformer aux situations socio-économiques du pays, de la région et du monde. Le plan énergétique numéro 8 publié par le gouvernement met l'accent sur l'importance des sources d'énergie renouvelables. Le monde des affaires nationales et internationales espère qu'il y aura bientôt un mécanisme d'achat, de vente, de transport et de distribution d'électricité issue des énergies renouvelables. L'utilisation efficace des énergies propres tout en garantissant la sécurité du système électrique national est donc encouragée. La province de Ninh Thuận compte de nombreuses centrales solaires et éoliennes difficiles à connecter au réseau en raison de la congestion des lignes de transport. Pendant ce temps, à Bà Rịa Vũng Tàu, cette entreprise de fabrication de papier a besoin d'utiliser des énergies renouvelables, mais n'a pas d'approvisionnement. Nous avons besoin d'utiliser des énergies renouvelables. Nous sommes contraints de passer à l'énergie solaire pour répondre aux critères d'économie verte. En outre, les entreprises s'inquiètent toujours de la stabilité des sources d'énergie renouvelables car elles dépendent de la météo. Nous espérons recevoir un soutien lorsque l'électricité issue des énergies renouvelables sera à des niveaux bas afin de garantir la production. Il existe de nombreux autres problèmes qui entraînent un ralentissement de la consommation d'énergie renouvelable ainsi que des investissements dans de nombreux projets. Par conséquent, la publication par le gouvernement d'un plan de mise en œuvre du plan énergétique 8 début avril a été très appréciée par le monde des affaires. Les entreprises japonaises attendent des solutions de la part du gouvernement vietnamien. La promulgation du plan électrique numéro 8 est un bon signe pour la mise en œuvre de plans électriques liés aux énergies renouvelables. J'apprécie la promulgation du plan énergétique numéro 8. Lorsque le mécanisme d'échange d'électricité sera mis en place, davantage d'entreprises utiliseront 100% d'énergie renouvelable. Selon le plan énergétique 8, d'ici 2030, la proportion d'électricité issue d'énergie renouvelable représentera plus de 30% de la structure des sources d'énergie. Le secteur de la pêche vietnamien est confronté au risque de diminution des ressources en produits de la mer. Les principales raisons résident dans la surexploitation, le changement climatique et la pollution de l'environnement. Par conséquent, l'application de hautes technologies dans l'aquaculture devrait contribuer au développement économique marin et à la protection de l'environnement. Actuellement, de nombreuses localités ont déployé des mesures pour aider les agriculteurs et les entreprises à appliquer les technologies modernes. Nous en saurons plus. Depuis 2020, cette entreprise a investi dans un projet de production de crevettes de haute technologie dans la province de Quảng Nam. Le projet s'étend sur une superficie de 2,4 hectares avec des infrastructures modernes, avec les technologies de pointe et une équipe d'ingénieurs hautement qualifiés. L'entreprise est en mesure de produire des crevettes répondant aux normes telles que BMP, Vietgap et Globogap. Par conséquent, ce système de production fonctionne toujours à pleine capacité, vendant chaque mois environ 800 millions de crevettes sur le marché national.
Les autorités locales nous ont aidés à appliquer la technologie moderne à la production. Je peux dire que toutes nos lignes de production fonctionnent à pleine capacité. Actuellement, nous pouvons approvisionner le marché avec environ 800 millions de crevettes. Nous espérons bientôt porter ce nombre à 1 milliard. Avec un littoral de près de 2000 km, les provinces côtières disposent de ressources en fruits de mer diverses et riches. De nombreuses localités ont mis au point des solutions pour améliorer la capacité d'exploitation et la valeur des produits de la mer destinés à l'exportation. Elles intensifient également progressivement l'application des technologies modernes aux produits aquatiques. Nous appliquons des technologies de pointe dans la transformation des produits aquatiques, l'image de marque et la traçabilité. Toutes ces mesures sont mises en œuvre pour que nos produits répondent aux normes internationales et obtiennent davantage de certifications de qualité. Les produits aquatiques des provinces centrales du Vietnam sont actuellement exportés vers de nombreux marchés exigeants, tels que les États-Unis, l'Europe et le Japon. Cependant, il faut appliquer davantage de technologies au processus d'élevage et de production des fruits de mer. Cela contribuera à augmenter le chiffre d'affaires des exportations de produits de la mer et à développer cette industrie de manière durable. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le Vietnam a officiellement présenté son rapport national pour le 4e cycle de l'examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le pays participera au dialogue sur ce rapport le 5 mai prochain. Lors d'une conférence de presse internationale tenue ce lundi après-midi à Hanoï, le vice-ministre des Affaires étrangères, Đỗ Hùng Việt, a souligné que le Vietnam accordait une grande importance au mécanisme de l'UPE et prenait très au sérieux la préparation de ces rapports nationaux ainsi que la mise en œuvre des recommandations acceptées à chaque cycle. Le vice-ministre a mis en lumière les progrès accomplis par le Vietnam dans la mise en œuvre des recommandations acceptées lors du cycle précédent. Le rapport UPE du Vietnam montre son engagement envers la transparence, la coopération et le dialogue substantiel. Sur les 241 recommandations acceptées, 209 ont été mises en œuvre jusqu'en janvier 2024, représentant ainsi un taux de réalisation de 86,7%. Le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu sera célébré en grande pompe le 7 mai, soit dans près d'un mois. Ces jours-ci, la province de Dien Bien accueille un afflux important de touristes vietnamiens et étrangers qui y viennent visiter les anciens champs de bataille et découvrir l'histoire héroïque de la nation. L'organisation de l'année nationale du tourisme de Dien Bien 2024 est une opportunité pour promouvoir les valeurs historiques, la nature majestueuse et la riche identité culturelle de cette localité pour le développement durable du tourisme. Une séance de répétition du club culturel de l'ethnie thaï de la ville de Dien Bien Phu. Le club compte plus de 100 membres de tout âge, passionnés par la préservation de la culture traditionnelle de leurs ancêtres. Nous nous rassemblons pour préserver la culture traditionnelle, organiser des spectacles et participer à des événements culturels importants, et ainsi promouvoir les caractéristiques culturelles des Thaïs auprès des touristes. Voici un homestay dans le village de Che Can, non loin du site du commandement de la campagne de Dien Bien Phu. Les minoritaires ont intégré leur culture unique dans les services touristiques. Nous sommes impressionnés par les plats préparés à partir des pétales de fleurs de bohini. La nourriture est délicieuse et les gens sont très hospitaliers.
Le tourisme communautaire durable a contribué à changer la physionomie des villages. Notre vie a complètement changé grâce à l'accueil de touristes. Nous n'élevons plus de bétail au rez-de-chaussée. Le village est plus propre. 7 décennies se sont écoulées. Le système de reliques de l'ancien champ de bataille de Điện Biên Phủ est toujours préservé, devenant une adresse rouge à ne pas manquer par les touristes. Le tourisme historique et communautaire est considéré comme une percée de l'industrie touristique de Điện Biên. C'est une opportunité pour stimuler la demande touristique, d'investir dans les produits de tourisme historique et communautaire, tout en améliorant les infrastructures et les hébergements en célébration des 70 ans de la victoire de Dien Bien Phu. Doté d'une nature majestueuse, d'une histoire magnifique et d'une culture riche et variée, Điện Biên conserve la quintessence de la région montagneuse du Nord-Ouest. Avec ses atouts et potentiels, la province de Điện Biên mise sur 1,3 million de touristes cette année. La province montagneuse de Lào Cai au nord a lancé aujourd'hui la semaine des costumes ethniques traditionnels en 2024. Le public aura l'occasion de découvrir l'espace culturel coloré des groupes ethniques à travers des spectacles de chant et de danse traditionnels et des spectacles de costumes traditionnels de 13 groupes ethniques vivant à Lào Cai. Cet événement contribuera à préserver et à promouvoir les identités culturelles des minorités ethniques de Lào Cai auprès des amis nationaux et internationaux. Les difficultés économiques de 2023 n'ont pas affecté l'envie des Vietnamiens de manger au restaurant. Tel est le résultat d'une enquête récente menée par la société de logiciels de gestion des aliments et des boissons, IPOS. Près de 29% des 4000 personnes interrogées mangeaient au restaurant 3 à 4 fois par semaine, soit une hausse de 11 points par rapport à 2022. Pourquoi la fréquence des repas au restaurant des Vietnamiens augmente-t-elle et quel est son impact sur le marché de la restauration? Tout de suite, la réponse dans le reportage qui suit. Tuấn Anh est un manager vivant et travaillant à Hanoï. Il sort souvent pour manger au lieu d'apporter un panier repas ou de rentrer chez lui pour le déjeuner. La pause déjeuner était courte et je ne pouvais donc pas rentrer chez moi. De plus, je veux profiter du temps pour rencontrer des amis et des collègues. Chaque semaine, je dépense environ 1 à 2 millions de dong pour manger au restaurant avec mes amis. Si vous venez ici à midi, le restaurant sera rempli de convives. Après le Covid-19, les gens vont plus souvent au restaurant. Les familles et les employés de bureau représentent environ 70% de nos clients. 60% des 4000 consommateurs interrogés sont prêts à dépenser 41 000 dong ou plus par visite dans un café. En outre, 29% des convives ont admis qu'ils sortaient manger 3 à 4 fois par semaine. Premièrement, lorsque la qualité de vie et le revenu par habitant augmentent, les gens dépensent davantage. Deuxièmement, lors d'occasions spéciales, les gens souhaitent profiter d'espaces et de services culinaires haut de gamme. Troisièmement, les consommateurs vietnamiens sont de plus en plus jeunes. Les jeunes sont prêts à dépenser plus et à aller plus souvent au restaurant. Selon certains experts du secteur F&B, l'augmentation des dépenses en services de restauration a un impact non seulement sur le marché F&B en particulier, mais signale également une nouvelle vague d'investissement au Vietnam dans un avenir proche. La demande accrue de repas au restaurant est un très bon signe pour le marché de la restauration. Et pour répondre à cette demande, les entreprises doivent augmenter la taille et le nombre de leurs restaurants. Elles doivent également se concentrer sur l'amélioration de la qualité de leurs produits et services. Le secteur vietnamien des aliments et boissons devrait connaître une croissance de 8 à 10% cette année.
Il s'agit d'une bonne opportunité pour les investisseurs étrangers d'entrer sur le marché vietnamien, non seulement dans le secteur de la restauration, mais également dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. À partir des signaux positifs ci-dessous, le Vietnam devra promouvoir le développement non seulement de l'industrie F&B, mais également des secteurs connexes, tels que l'immobilier ou la haute technologie pour saisir les opportunités dans un avenir proche. Souvent connue comme la ville aux 1000 fleurs, Dalat abrite nombre de parcs floraux, fermes et festivals de fleurs. Outre les fruits et légumes traditionnels, les fleurs constituent également un ingrédient utile pour l'industrie culinaire. Non seulement utilisées pour décorer les plats, les fleurs peuvent également être utilisées pour préparer des plats délicieux et savoureux. Voici un cours de cuisine du professeur Ben. Professeur Ben est le surnom de Benoît Martin Gromens, un chef belge qui vit et travaille à Dalat depuis plus de 4 ans. J'enseigne la cuisine au Vietnam depuis 4 ans. Avant cela, j'ai enseigné à Singapour pendant 1 an. Avant cela, j'ai enseigné en Europe pendant plusieurs années. Cette classe est la rare exception où les enfants sont réellement encouragés à jouer avec leur nourriture. Professeur Ben partage son amour pour la cuisine, tout en enseignant de manière passionnante et enrageante comment les fleurs peuvent être utilisées pour une alimentation saine. Avec 30 ans d'expérience dans l'industrie culinaire, j'ai décidé que c'était le moment de partager mes connaissances. Lorsque vous avez des connaissances, vous devez partager ces connaissances. Et j'aime vraiment enseigner aux enfants. Avec de jolies couleurs, des formes intéressantes et de jolis parfums, les fleurs sont naturellement aimées par les enfants. Ces fleurs leur servent littéralement d'introduction à la beauté de la nature de Dalat et de première étape dans leur appréciation de la cuisine florale. Utiliser les fleurs en cuisine est très intéressant. Nous devons comprendre que les fleurs sont entièrement comestibles. Les fleurs ne sont pas simplement destinées à être placées dans des vases ou à décorer la maison. C'est un gâteau aux fleurs, avec de la crème dessus, des roses et une sorte de fleur dont je ne connais pas le nom. Aujourd'hui, j'ai fait un cheesecake avec des roses et des fleurs de pois bleu. Ces 2 fleurs sont comestibles. Je trouve cela très intéressant, car les familles cultivent souvent de nombreux types de fleurs à la maison. Aujourd'hui, les enfants ont utilisé des fleurs pour faire des gâteaux. C'est l'occasion pour les enfants de découvrir l'environnement qui les entoure. Les fleurs comestibles sont utilisées dans de nombreux styles de cuisine et se retrouvent sur le menu du monde entier. Toutes les fleurs ne sont pas bonnes à la consommation, mais celles qui le sont peuvent offrir une explosion de saveurs et de couleurs uniques à de nombreux plats, notamment les salades, les sauces, les boissons et les apéritifs. Certaines d'entre elles sont même bénéfiques pour la santé. La cuisine florale est un concept intéressant et je veux que les gens comprennent qu'on peut utiliser les fleurs en cuisine parce que ce sont des aliments riches en vitamines, en plus de leur beauté. Lorsqu'ils savourent un repas, les gens regardent toujours d'abord, puis mangent ensuite. La beauté d'un plat est la chose la plus importante. Puis sa fraîcheur, ce que je préfère ce sont les roses. J'aime également les artichauts et les fleurs de pois papillons en raison de leur couleur particulièrement remarquable. J'utilisais beaucoup les fleurs de pois papillons pour cuisiner du riz gluant et d'autres plats. J'utilise également des iris, des capucines, des chrysanthèmes et bien d'autres fleurs. De nombreux chefs de restaurants et cuisiniers à domicile innovants garnissent le plat de fleurs pour une touche d'élégance. Le secret pour utiliser avec succès les fleurs comestibles est de garder le plat simple et de ne pas ajouter trop de saveurs qui pourraient dominer le goût délicat de la fleur. Auparavant,
Je ne mangeais que des plats à base de lianes tonkinoises et de bourgeons de citrouille. Mais les chefs ont créé beaucoup d'autres plats uniques et attrayants à base de fleurs. Je suis très heureux de les goûter. Je ne connais pas grand-chose aux fleurs de Dalat, mais je connais l'artichaut, que je mange beaucoup à la maison. Ma femme enceinte utilise des artichauts dans les ragoûts. Cette fleur est très nutritive. Sa fraîcheur et sa douceur conviennent au soupe. Les plats fleuris démontrent les talents des chefs de Dalat. La combinaison de fleurs crée de nombreux plats délicieux qui conviennent au goût des convives. Les plats à base de fleurs sont attrayants à la fois visuellement et gustativement, ce qui donne envie à tout le monde de les goûter et bien sûr de les prendre en photo. Il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle façon de créer de nouveaux bons plats, mais aussi de promouvoir la réputation de Dalat en tant que ville aux mines fleurs. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.